Salut les amis, c'est JB. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble PyIdentic, une superbe librairie pour valider vos données en Python. Vous le savez, l'un des plus gros problèmes avec Python en tant que langage de programmation, c'est le manque de typage statique. Et juste avant de commencer cette vidéo, si tu veux accéder à toutes les ressources, codes, notes, etc., abonne-toi à ma newsletter gratuite, le lien en description. C'est le moyen le plus simple pour retrouver tout facilement. Reste aussi jusqu'au bout de cette vidéo, je te montrerai aussi comment utiliser les data classes en Python. Maintenant, Python, c'est utiliser un typage dynamique. Tu n'as pas besoin de déclarer ton type de variable comme par exemple ici avec X. Tu peux comparer cela avec Java ou C où tu pourras déclarer les types. Cette flexibilité va même plus loin. Une fois qu'une variable Python est créée, tu peux aussi la remplacer par un type différent et créer par exemple X égale à 10. Je peux ensuite faire X égale à Hello. Python le permet facilement. Cela rend, disons, le démarrage facile mais peut causer des problèmes par la suite. Avec des grandes applications, cela devient vraiment plus difficile de suivre le typage. Pensez à un utilisateur dont l'âge serait enregistré non pas comme le nombre 24, mais comme la chaîne de caractères 24. Python l'autorise et tout peut aller bien pour le moment. Mais ce qui va se passer, c'est que l'erreur va survenir plus tard lorsqu'on aura, on ira faire un peu de débugage et cela va rendre les choses un peu plus difficiles. Et une petite note, j'ai remarqué que la plupart des gens qui suivent mes vidéos ne sont pas toujours inscrits. Le savez-vous que seulement 6% de ceux qui regardent mes vidéos pensent à s'abonner? C'est une statistique qui me chagrine un peu. Alors si c'est que ce contenu t'apporte de la valeur, si tu veux apprendre à mes côtés, donc n'oubliez pas de vous abonner. Revenons maintenant à nous. PyIdentic, ce n'est pas juste une bibliothèque, c'est aussi votre futur garde de corps des données. PyIdentic est adopté par de nombreuses grandes entreprises et organisations, notamment OpenAI pour son ChatGPT et la NASA par exemple qui traite des images venues des confins de l'espace, Microsoft, Netflix, Google et Amazon et bien d'autres. Maintenant, pourquoi PyIdentic cartonne autant? Il y a en fait trois raisons qui permettent en fait à PyIdentic de se démarquer à ce point. Déjà, il existe une symbiose parfaite entre votre éditeur et les différentes indications de type que vous pouvez avoir avec l'autocomplétion qui peut anticiper vos besoins et un confort de développement inégalé. Ensuite, il y a la validation des données. Cela vous donne la certitude absolue que vos objets qui ont été créés seront validés dès leur création. Et en dernier plan, la sérialisation simplifiée. Vous serez en mesure de transformer vos données en JSON par exemple et l'inverse devient un jeu d'enfant. C'est vraiment essentiel pour ceux qui vont utiliser dans leurs différents projets des API et cela devient crucial et persistant pour vos données. Maintenant, comment cela fonctionne en réalité? Comment on fait pour utiliser PyIdentic dans son code? Il vous faut installer la bibliothèque PyIdentic avec pipe install PyIdentic et ensuite vous aurez la possibilité d'importer cette bibliothèque directement à l'intérieur de votre code et vous pourrez l'utiliser en définissant par exemple une classe qui va hériter de base model et à l'intérieur on peut par exemple ajouter un modèle utilisateur qui aura un name, un email et un account ID. Pour donner par exemple vie à cet utilisateur, vous pouvez créer une instance en passant par les arguments, par mots-clés ou en déballant un dictionnaire. C'est tellement pratique au niveau des dialogues avec une API. Et voilà, vos données sont validées et l'objet est créé. Et pour accéder, disons, aux attributs de cet objet, vous pouvez simplement écrire l'objet en question, dont username par exemple, pour accéder au nom de cet objet. N'oubliez pas de laisser un petit like, cela m'aide énormément pour la visibilité. Maintenant, voyons voir comment tout cela fonctionne dans notre éditeur de texte. Ok, commençons par notre premier exemple où on va essayer de voir comment j'ai importé PyIdentic avec la base model et la validation error qui va nous être utile tout à l'heure. Et notre classe base model va prendre simplement comme information, comme attribut name de type string, email de type string pour l'instant et account ID de type int. Ce qui nous permet en fait de pouvoir tester si c'est que on peut donner des informations erronées et voir si c'est que PyIdentic va nous renvoyer des erreurs ou pas. Ce que l'on va faire, c'est ajouter aussi un try catch et à l'intérieur de ce try catch, je vais définir un utilisateur avec des informations. Là, c'est ce qui a été généré automatiquement. Moi, je vais plutôt ajouter un user. On va l'appeler user invalide avec comme name test, un email correct mais la compte ID, on va mettre quelque chose qui n'est pas juste parce que normalement on s'attend ici à un entier, mais là on a une chaîne de caractères. Et ensuite on va simplement fermer l'exception et faire un print de cette erreur. Si je sauvegarde ça, là je vais nettoyer le terminal et j'essaie de lancer mon script. Cela me dit bien évidemment que input sur l'attribut account ID, input should be a valid integer.
Donc PyIdentic, lui, derrière, il a déjà vérifié que le type en fait qui a été inséré n'est pas correct, ce qui nous aide déjà beaucoup. Mais on peut aussi aller plus loin. C'est vrai que PyIdentic ne plaisante pas. Si vous tentez de créer un objet avec le mauvais type, c'est un non immédiat, et c'est une excellente nouvelle car il détecte toutes les erreurs, et une erreur déjà détectée est une erreur à moitié corrigée. Revenons par exemple à notre code. Je vais essayer de définir maintenant une autre classe qu'on va appeler par exemple user with email validation. Là on va essayer de valider plutôt l'email, donc je vais supprimer d'abord cette partie-ci dont on n'aura plus besoin et réinsérer email str. Ça fait aussi partie des librairies qu'on a déjà ajoutées, et la nouvelle classe va être celle-ci. Cette nouvelle classe en fait possède plutôt le type email str, qui est un type de la librairie email str de PyIdentic. Disons qu'ici on va valider notre chaîne avec un email correct. Donc si on donne un email qui n'est pas correct, le programme va nous renvoyer en fait une erreur. Ici à l'intérieur de notre try catch exception, là j'ai mis en tant que commentaire que Jack n'est pas un email valide. Comme vous pouvez le voir ici, là l'email ci n'est pas valide. Pour l'instant, on a la compte ID qui est correcte et name toujours qui est string. Et si j'essaie de lancer mon programme de terminal, là ça nous renvoie une validation error with email validation. Donc value is not a valid email address. Là ça nous permet de vérifier directement. Et bien évidemment, si je fournis plutôt une adresse email correcte, si je mets par exemple exemple.com et je relance, là je n'ai plus de message d'erreur, ce qui est vraiment génial. Donc de cette manière, vous pouvez tester facilement les différentes entrées que vous avez, que ce soit pour la registration d'utilisateur ou bien pour enregistrer certaines informations dans votre base de données. Maintenant, pour aller plus loin, ici PyIdentic n'est pas vraiment le validateur qu'il vous faut. Pas de panique, parce que vous pouvez vous-même créer vos propres validateurs. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Par exemple, je peux définir un validateur personnalisé qui va me permettre en fait, grâce à un décorateur, d'écrire une fonction et de mettre certains paramètres à l'intérieur. Essayons de voir cela tout de suite. Là, je vais récupérer tout d'abord mes différents imports. Là, ceci, je n'ai plus besoin de cette partie-ci. Et on va récupérer base model et field validator. Par le passé, c'était plutôt un autre validateur qui était utilisé, mais je crois que la version plus récente nous permet d'utiliser ceci, field validator. Et je vais définir toujours une nouvelle classe, la classe qu'on va appeler user with custom validation. Et à l'intérieur de cette classe, ce qu'on va faire, c'est définir notre fonction. Cette fonction va nous permettre de définir en fait, d'essayer de comprendre avec le decorator field validate si c'est que la valeur en fait de notre account ID est positive ou pas. Si tout cela est juste, et je crois que c'est tout. Là pour l'instant on a un petit message d'erreur. On va voir ce que ça nous dit. Utilisation incorrecte de l'onglet et des espaces de mise. Normalement je pense qu'on a tout fait correctement. Essayons tout d'abord de relancer d'abord le programme. On me dit sur field account ID. Ah, ok, j'ai essayé de corriger le problème qui s'affichait, et là maintenant on peut essayer de valider déjà grâce à notre fonction qu'on a définie ici. On a par exemple, si c'est que la compte qui a été fournie est inférieure, la valeur de la compte ID est inférieure à 0, on aura un message qui va nous dire que cet identifiant doit être positif. Donc comme tout à l'heure, je vais corriger ici, et là on a défini, on appelle notre utilisateur avec les paramètres par défaut, et on a mis comme compte ID c'est la -5. Donc si je lance mon programme, là on a un message d'erreur, l'identifiant doit être positif, et bien évidemment si je change ici et je réexécute, on a notre utilisateur qui est renvoyé. Donc c'est ici que se passe vraiment la vraie utilité de PyIdentic. Vous pouvez soit utiliser les librairies qui sont déjà définies à l'intérieur, ou alors définir vos propres méthodes de validation que vous pouvez customiser à bon vouloir. Maintenant que l'on a nos données propres et validées, pour partager ces données disons avec le monde extérieur, la réponse est simple, c'est la sérialisation avec JSON. JSON est facile, et au niveau de la sérialisation et la désérialisation, vos applications Python ont besoin de parler avec le reste du monde via des API ou de sauvegarder ces données. La conversion avec JSON peut être un casse-tête, sauf avec PyIdentic. Voyons voir comment rendre cette tâche vraiment facile. Lorsque vous avez par exemple vos données, pour convertir vos modèles JSON et inversement, cela est un jeu d'affaires avec PyIdentic. Pour convertir votre modèle ou une chaîne en JSON, il vous suffit d'utiliser la méthode .json. Voilà le résultat. Disons que vous passez simplement votre objet, votre dictionnaire avec l'extension .json, et cela vous transforme et vous montre directement la réponse dans votre output. Et en fonction de ce dont vous voulez faire de ces informations, vous pouvez l'envoyer soit à une API ou sauvegarder dans
votre base de données. Maintenant, si vous voulez un dictionnaire Python, vous pouvez aussi utiliser .dict qui va afficher la représentation du dictionnaire de votre objet. Et pour convertir une chaîne JSON en modèle pendantique, il vous suffit d'utiliser par exemple parseRow et passer entre paramètres votre JSON string. C'est vraiment utile pour communiquer avec des API ou d'autres applications. La facilité avec laquelle on jongle avec JSON, c'est un des gros points forts de Pydantic. Si vous travaillez souvent avec des API, je parie que cela vous parle vraiment. D'ailleurs, si vous voulez apprendre à créer des API, j'ai réalisé un tuto qui montre comment faire cela en moins de 10 minutes. Le lien est en description. Mais alors, Pydantic, c'est toujours mieux que les data classes. C'est la réponse à laquelle je vous avais promis de répondre au début de la vidéo. Et c'est la grande question à laquelle on va répondre tout de suite. Et c'est le point crucial vraiment pour choisir l'outil qui va vous être utile. Si vous vous demandez sûrement quel utiliser, c'est le moment de clarifier cela. Disons que chacun a ses forces et ses faiblesses et pour faire votre choix, vous allez devoir vous baser sur différents points. Python, par exemple, offre déjà des annotations de type et le module data class permet de créer des classes avec des champs. La syntaxe est similaire, on utilise des décorations data class alors que disons qu'il y a déjà des indicateurs dans les deux choix en fait sont assez bons et corrects, mais la raison principale est d'utiliser en fonction de vos besoins et de vos outils. Par exemple, au niveau de la validation, il y a un avantage clé avec Pydantic où les data classes ne valident pas par défaut si la validation est cruciale. Par exemple, les mails de type spécifique, Pydantic est vraiment votre ami. Maintenant, la sérialisation JSON, Pydantic est aussi plus complet avec les data classes. C'est plus basique mais possible pour les données simples. Au niveau de l'intégration, les data classes sont intégrés, donc ils sont vraiment plus légers, pas besoin d'installer. C'est là où c'est le principal avantage des data classes. Maintenant, mon conseil, vous pouvez utiliser Pydantic si c'est que les modèles, vous travaillez avec des modèles de données complexes, si vous avez besoin de validation ou alors de pousser beaucoup sur la sérialisation et l'intégration avec des API externes. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez utiliser aussi des data classes si la validation est vraiment moins critique, des données simples où vous êtes en train de réaliser vraiment des tests légers pour un tuto ou bien pour un petit programme en local. Maintenant, si cette vidéo vous a été utile, pensez à vous abonner et dites-moi en commentaire quels sont les autres sujets en Python que vous voudrez qu'on essaie de réaliser. Et enfin, si vous êtes prêt à passer au niveau supérieur et à explorer vraiment le monde du data engineering et de l'intelligence artificielle, je vous invite à découvrir Data Science Learning où vous allez apprendre et trouver des formations dispensées par les meilleurs experts dans le domaine.